Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voici nous commençons notre troisième et dernière journée JNE du Havre et nous sommes très heureux d'accueillir ici à la tribune le professeur Camiagnac, Jean-Pierre Camiagnac, professeur émérite de l'Université de Rouen. Nous vous avons sollicité pour plusieurs raisons. D'abord pour votre compétence, votre autorité sur tous les sujets qui nous ont réunis pendant ces 3 journées. Aussi par le fait que, si je peux me permettre cette expression un peu légère, vous êtes un peu le régional de l'État, puisque en étant universitaire, enseignant à l'Université de Rouen, vous avez connu beaucoup de nos collègues de l'Académie de Rouen que vous avez eu parmi vos étudiants. Oui. C'est d'ailleurs, quand on a, il y a quelques mois, commencé à chercher, à prospecter des intervenants, votre nom est arrivé très rapidement dans nos débats. Alors on s'est rencontrés et on a essayé de définir ensemble quel pouvait être le cadre de votre intervention et vous nous avez rendu cette petite introduction que vous pouvez lire dans la brochure qui vous a été remise au début du congrès, à l'accueil au congrès, et qui nous place donc, je dirais, sur le premier niveau de notre thème, c'est-à-dire le niveau anthropologique, c'est-à-dire on est bien là dans la problématique professionnelle des conseillers d'orientation psychologue, c'est-à-dire centré sur le sujet, la personne, l'élève, et toute cette problématique qui est notre quotidien en tant que conseiller d'orientation psychologue. Votre regard, en effet, est important à ce stade de notre congrès, dans la mesure où votre approche sur la dimension du sujet est extrêmement importante. Vous nous disiez, quand on s'est rencontrés en préparant cette intervention, qu'en effet, dans l'institution scolaire, la dimension du sujet est une dimension qui est souvent sous-entendue. Alors dans le journal d'aujourd'hui, du troisième et dernier numéro, vous trouverez une recette. C'est la recette du pâté de sardines. Et c'est la recette qui a été élue recette préférée des conseillers d'orientation psychologue du CIO du Havre et du CIO de Rouen. Voilà, monsieur Camiagnac, on sait que vous avez beaucoup travaillé sur l'humour et sur ce que les écrits de Freud ont pu porter sur cette dimension de l'humour. Alors, on est vraiment au cœur du sujet. Je vous laisse la parole. Très bien, je vous remercie. Bien, mesdames, messieurs, est-ce que vous entendez là? Alors j'avance. Oui, je disais, mesdames, messieurs et chers collègues, donc je suis très heureux de me retrouver parmi vous, non seulement du fait de l'accueil que votre association réserve à ses intervenants, pour laquelle d'ailleurs je le remercie, mais aussi du fait que votre invitation souligne la nécessité de prendre en considération, ou plutôt, à tout le moins, de conserver et préserver la dimension clinique dans l'accompagnement, l'appréciation, l'évaluation et l'orientation du devenir scolaire de l'individu, mais aussi et surtout dans la compréhension des situations et la résorption éventuelle des difficultés que l'on y rencontre et pour lesquelles vous pouvez être sollicité. Et de ceci, je me réjouis particulièrement parce que précisément cette dimension psychologique
a toujours été passablement omise, déniée, activement méconnue, si ce n'est rejetée de nombre d'acteurs de l'éducation nationale et surtout de l'éducation nationale elle-même dans la formation de ses actants. Et je pense que cette omission, cette méconnaissance, ce rejet ou ce maintien à l'écart a constitué et constitue toujours l'un des facteurs de dégradation ou à tout le moins l'une des sources des difficultés de plus en plus massives du système lui-même. Bien sûr, il y a de la psychologie à l'école et dans l'école, tant dans l'enseignement primaire avec ses psychologues scolaires et ses collègues du RASED, que dans l'enseignement secondaire avec ses conseillers d'orientation psychologues, ou encore dans la formation des enseignants. Mais de quoi s'agit-il ? Comme vous le savez, les champs de la psychologie sont multiples, hétérogènes, voire incompatibles. Aussi faut-il s'entendre sur la nature de la psychologie au service de l'école. Ce qui intéresse en effet l'éducation nationale, c'est la psychologie de l'écolier ou de l'élève, de l'apprenant, comme on a pu dire pendant un temps, à savoir l'étude et la connaissance des processus et procédures que le sujet mobilise, qui participent de l'acquisition et de la compréhension des savoirs et compétences, ainsi que leur évaluation, ce qui est tout à fait légitime et nécessaire. De ce point de vue, l'un des psychologues les plus célèbres et les plus importants de notre temps est bien évidemment Piaget, dont ses propres enfants ont été ses premiers sujets d'observation, avant qu'il n'élabore méthodes et protocoles et ne se livre avec ses collaborateurs à des études systématiques sur des cohortes d'enfants. Bref, à l'instar de Piaget, ce qui intéresse les responsables de l'enseignement, c'est ce que j'appelle le sujet épistémique, le sujet connaissant et les stratégies d'apprentissage qu'il développe au cours de sa maturation, ainsi que l'acquisition des savoirs et des savoir-faire. Comme vous le voyez, dans cette approche, c'est à la cognition, à cette dimension singulière et partielle du sujet que l'on s'intéresse, à la dimension cognitive, laquelle n'est qu'un aspect, une facette, certes importante et essentielle quand il s'agit d'apprentissage, mais un aspect seulement, un aspect limité du sujet humain. Autrement dit, dans cette approche, l'individu n'est pas appréhendé dans sa globalité en tant que sujet, en tant que personne totale, mais en tant qu'il est porteur de ressources et de stratégies intellectuelles qu'il importe de connaître si on veut l'accompagner dans leur usage. Aussi, n'est-ce pas l'enfant ou l'adolescent qui intéresse primairement l'enseignement ? C'est d'abord et surtout l'écolier ou l'élève, c'est-à-dire cette dimension particulière de la personne dont on ne souhaite pas prioritairement, et à juste titre, en connaître autre chose. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve dommage de réduire l'enfant qu'il est d'abord, à l'élève qu'il est bien évidemment aussi, alors même qu'il s'agit fondamentalement d'un enfant mis en situation d'apprentissage, c'est-à-dire d'un sujet, d'un être psycho-affectif singulier et unique, engagé dès ses débuts dans un tissu relationnel dans lequel il se construit et continue de se construire. Bref, ce que j'appellerais un sujet libidinal. Et c'est ce dernier qui intéresse la psychologie clinique. C'est ce dernier, car c'est ce dernier aussi qui constitue le support incarné du précédent, le sujet épistémique dont je parlais tout à l'heure. Et c'est encore ce sujet libidinal qui, lorsque les choses ne vont pas trop mal, trouve à se réaliser dans les apprentissages, dans la scolarité, et à y trouver du plaisir en tant que sujet épistémique. Et de même, c'est encore ce même sujet libidinal qui, lorsque les choses ne vont pas bien, se voit empêché, entravé dans les apprentissages dont les difficultés ont alors valeur de symptômes, c'est-à-dire de témoignages, de manifestations d'une souffrance psychique transitoire ou installée, méconnue le plus souvent du sujet lui-même,
et que l'on rappellera au passage que la voie, sensorimotrice, la voie somatique et comportementale, celle des conduites aussi, la voie des agirs, constitue le mode d'expression prévalent de la souffrance psychique chez l'enfant. Piaget le savait bien, à qui l'on demandait « Mais qu'est-ce qui fait que ça marche, toutes ces opérations que vous nous décrivez là et dont vous nous faites la démonstration ? Qu'est-ce donc qui en constitue le moteur ?» Et Piaget de répondre « Le moteur, c'est l'affectif, la qualité de la constitution et de la dynamique psycho-affective dans lesquelles l'autre, toujours déjà là, est nécessairement partie prenante. Autrement dit, le sujet libidinal. » Piaget devait d'ailleurs le savoir pour des raisons plus personnelles. Car peut-être l'ignorez-vous, il fit une cure analytique et s'orienta d'abord vers la formation à la pratique correspondante, envisageant d'exercer cette forme de psychothérapie qu'il abandonna au bout de quelques mois, par trop effrayé par ce monde souterrain et obscur qu'il découvrait de l'âme humaine, et avant qu'il ne s'engage brillamment et fonde ce que l'on désigne par psychologie génétique. C'est toujours cette dimension libidinale, la dimension psycho-affective de l'individu, constitutive de son humanité, qui est négligée dans l'univers scolaire. Une dimension de plus aujourd'hui activement ignorée, activement méconnue, activement rejetée dans le monde professionnel qui en est la suite. Merci. Une méconnaissance qui contribue, vous en conviendrez, à la déshumanisation du travail et de ses conditions. Aujourd'hui, on s'intéresse à la personne lorsqu'il y a eu un clash, lorsqu'elle n'en peut plus, lorsqu'elle décompense. Il suffit d'être un peu attentif à la souffrance au travail, de plus en plus répandue, pour laquelle la discrétion et la minimisation sont de mise, alors même que la médecine du travail, recourant désormais aussi aux psychologues, est débordée. C'est cela, la déshumanisation. L'évacuation ou l'effacement de la personne, alors réduite à un savoir-faire spécifique dont l'efficacité n'est jamais suffisante et dans lequel elle ne trouve bien évidemment pas ou plus à s'épanouir. On peut d'ailleurs, après coup, voir la marque ou l'indicateur de ce changement sociétal qui s'est opéré dans le monde de l'entreprise, des établissements et des institutions, dans la transformation du poste de chef du personnel ou directeur du personnel en celui de directeur des ressources humaines. Il ne s'agit pas d'un simple changement d'appellation, d'une histoire de vocabulaire sans importance, comme on a trop tendance à le penser à propos des mots. Car comme vous le savez, les mots ont un poids. Ils signifient quelque chose de plus que ce qu'ils disent. Ils véhiculent des idéologies et des valeurs, par exemple. Et ce que l'on constate, comme Freud le rappelait, c'est qu'on commence par céder sur les mots et on finit par céder sur les choses. L'acquisition du titre de psychologue pour lequel vous vous êtes mobilisé, auquel vous tenez, en est un autre exemple. Sans le nom de psychologue, c'en est fini de la psychologie. Ici, dans cet exemple de changement d'appellation que j'évoquais, cette déqualification suivie d'une requalification, force est de constater le fait. C'est le regard sur l'autre, le mode d'appréhension de l'autre qui se voit changer, qui se voit déplacer, passant de la personne à la ressource. Or, parler de ressources humaines et non plus de personnel, ce n'est pas autre chose que de faire passer la personne totale, le sujet, à une position accessoire, voire aussi à un statut de moyen. C'est implicitement, subrepticement, appréhender l'autre non plus comme un individu, mais comme une compétence anonyme dont le porteur est interchangeable. C'est réifier l'individu, c'est-à-dire le transformer en chose, le considérer non plus comme la personne ou le sujet qu'il est, mais comme un objet partiel, ainsi qu'on le dit en clinique. Bref, c'est avoir de l'autre une conception ustensilaire.
ce qui est, vous en conviendrez, parfaitement immoral. Et l'on pourrait le soutenir et en faire la démonstration avec Kant. Vous savez, ce grand philosophe du XVIIIe siècle a tenté d'établir les fondements métaphysiques de la morale, cet art de la conduite, de la bonne conduite dans la vie en société, écrivant en 1785 un petit opuscule intitulé « Fondements de la métaphysique des mœurs », dans lequel il énonce les 3 impératifs catégoriques à visée pratique auxquels il faut se soumettre, qu'il faut exercer afin de rendre possible, vivable, la vie collective. Et comme vous vous en doutez, ces principes fondamentaux rappellent et invitent bien évidemment à la nécessité de reconnaître l'autre comme un semblable, un autre moi-même, un alter ego. C'est pourquoi, parmi ces impératifs pratiques essentiels rendant possible et humainement acceptable la vie collective, il énonçait celui-ci que je vous livre. Agis de façon telle que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme fin, et jamais simplement comme moyen. Traiter l'autre comme une fin et jamais comme un moyen, c'est précisément la difficulté de plus en plus manifeste dont témoigne la vie collective et le monde du travail, toujours plus gouverné par les notions d'efficacité, de performance et de rendement, indépendamment de la qualité des conditions qui sont réservées aux travailleurs et de leur statut d'individu. Il y a sans aucun doute un effacement de la personne, une mise entre parenthèses de son épaisseur vivante, humaine, de ce qui le constitue comme sujet. Et c'est précisément de la personne, de cet effacement de la personne, que la psychologie ne veut pas, auquel elle se refuse à juste titre à contribuer. En tout cas, la psychologie à l'école, chargée auprès des enseignants du devenir de cet être inachevé, de cet être en développement, en construction, qu'est l'enfant ou l'adolescent. Car considérer l'autre comme fin, et se considérer soi-même comme fin, c'est précisément la position fondamentale du psychologue, le b.a.-ba de la pratique clinique en deçà duquel on ne peut plus guère parler d'attitude psychologique ou de pratique psychologique, ni même, à vrai dire, de psychologie. C'est pourquoi le psychologue œuvrant au sein de l'école, de l'éducation nationale, œuvrant auprès des enseignants et des élèves dans la relation desquels il occupe une position tierce, a à s'y inscrire comme garant du sujet et doit être identifié comme tel. Je crois en effet que l'on pourrait assigner à l'école le but que Freud assignait à la thérapeutique analytique dont il est l'inventeur. Faire en sorte que le sujet, acquérant au cours de sa maturation à laquelle participe l'école, une certaine autonomie à l'égard de ses objets externes et internes, ceux qu'il fréquente et qu'il a fréquentés et ceux qu'il s'est construits dans sa psyché, que ce sujet puisse, lorsqu'il la quitte, aimer et travailler. Pouvoir aimer et travailler, c'est le but, l'espoir que nourrit tout parent pour ses enfants. C'est aussi le projet le plus universel que se pose tout sujet, et en particulier tout sujet en développement. C'est le but dont la poursuite, toujours dynamique, jamais achevée, rend compte de sa capacité à investir libidinalement les autres, ses semblables, mais aussi les activités dites sublimées, comme l'activité professionnelle. Des investissements qu'il accomplit au sein d'une société et d'une culture dont il est reconnu et se reconnaît comme membre. Ainsi, du point de vue du clinicien, la réussite scolaire ne se réduit bien évidemment pas à l'acquisition des savoirs et de compétences à la mesure de ses moyens, ainsi qu'à la capacité de les mettre en œuvre, mais implique fondamentalement la formation de l'individu en tant que sujet engagé dans le corps social, au milieu de ses semblables, capable de nouer des liens en tant qu'homme et citoyen. Ce qui suppose l'acquisition d'un savoir-vivre et d'un savoir-être dont on partage et pratique les valeurs. D'ailleurs,
Parmi les buts et objectifs de votre association, que votre association se donne, il s'agit bien, et je cite, donc de promouvoir la psychologie et les sciences humaines en faveur de l'éducation, ainsi que le rappelle donc votre brochure, en faveur de l'éducation, et non pas de l'enseignement, de l'école ou encore de l'instruction. Nous rappelons par là que l'enseignement n'est qu'un secteur essentiel, il est vrai, participant de l'éducation, c'est-à-dire participant de cet art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales, de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale avec une personnalité suffisamment épanouie, si l'on en croit la définition qu'en propose le Trésor de la langue française. À ce propos, on notera au passage qu'il y a eu un ministère de l'instruction publique avant qu'il ne devienne ministère de l'éducation. Et je présume que la diversité des perspectives et des interrogations qui n'ont probablement pas manqué d'être évoquées et soulevées lors de ces journées d'études tient à cette distinction et au fait que l'on privilégie l'une ou l'autre de ces dimensions. Ce que l'on constate, c'est une certaine fragilité, une hésitation, une ambiguïté entre ces deux notions voisines qui se chevauchent partiellement avec, si l'on veut bien regarder l'histoire de l'éducation et les réformes continues dont elle est l'objet, une franche orientation, un fort accent mis sur l'enseignement proprement dit, au détriment, il faut bien le constater, de l'éducation, dont cependant les autorités commencent à reconnaître le manque. Un manque qui était déjà tout à fait repérable dans ces tentatives ponctuelles, spectaculaires et sans lendemain auxquelles on a assisté il y a quelque temps. Car la lecture d'une lettre d'un héros de la résistance ou le parrainage d'un enfant martyr, si cela ne peut qu'émouvoir, bien que ce soit psychologiquement discutable, ne peuvent constituer à eux seuls, isolés qu'ils sont, actes à valeur éducative. Leur efficacité éducative suppose de la communauté un socle commun de repères symboliques et de valeurs partagées, reconnus et revendiqués, permettant d'aboutir à des pratiques communes. Et l'on en retrouve le souci aujourd'hui dans cette tentative de réintroduire la morale, dont je redoute qu'elle reste isolée elle aussi et donc insuffisante et inefficace. Ainsi, l'école ne se réduit-elle pas à l'enseignement, même si aujourd'hui la tendance est grande à la penser sur ce mode. Et Freud avait d'ailleurs bien repéré la nécessité de semblable éducation. Et il écrivait en 1907 « Je tiens pour le progrès le plus significatif dans l'éducation de l'enfant le fait qu'en France, l'État a introduit à la place du catéchisme un livre élémentaire qui donne à l'enfant les premiers enseignements sur sa position civique et les devoirs moraux qui lui incomberont un jour. » Pas de doute, si l'enfant a à apprendre, il a aussi à être éduqué. Et de ce point de vue, l'école joue un rôle majeur, contrairement à ce que donnait à entendre une enseignante exaspérée par l'un de ses élèves, notant sur son bulletin « Cet enfant a besoin d'être éduqué avant d'être instruit ». En effet, si les parents sont toujours les premiers éducateurs, comme cette enseignante le rappelle à sa manière, il n'en reste pas moins cependant que l'école et les enseignants en sont les relais obligés, comme on va le voir, qu'ils le veuillent ou non. Là encore, Freud avait bien saisi la chose. Lors de l'une des réunions de travail hebdomadaires consacrées au suicide chez l'enfant, le 20 avril 1910, il faisait les remarques suivantes que rapporte le secrétaire. L'orateur, c'est-à-dire Freud, a pris la défense de l'école en partant de l'idée qu'elle doit être un reflet de la vie, avec ses difficultés et ses luttes. Il faut répondre à cela, dit Freud, que l'école ne devrait pas être cela. Elle ne doit pas oublier qu'elle a affaire à des individus qui ne sont pas encore mûrs,
Elle doit seulement représenter la transition du foyer parental à la vie. La fonction de l'école est de donner à l'enfant, dans cette phase où il se détache de ses parents, un nouvel appui dans un contexte plus large. La transition du foyer parental à la vie, n'est-ce pas là l'étymologie même du terme éducation? Ex ducere, conduire hors d'eux, conduire hors de la maison paternelle. Seulement voilà, pour accompagner, conduire, mener hors du foyer, il n'en faut pas moins d'abord séducere, attirer à soi, séduire. Et c'est précisément dans ce mouvement paradoxal que réside l'essence même de la relation pédagogique, que s'origine la réussite scolaire, mais que se produisent aussi les dérapages que nous connaissons et pour lesquels vous pouvez d'ailleurs être sollicité. Il n'existe en effet pas d'éducation sans séduction au sens étymologique. Et tout éducateur, qu'il soit parent ou enseignant, le sait bien. Il sait bien qu'il lui faut d'abord attirer à lui l'intérêt de l'enfant pour, dans le processus éducatif, s'esquiver ensuite en refusant la satisfaction sexuelle inconsciemment attendue et proposer commerce de ces bonnes choses culturelles dont il est détenteur. Pour le dire simplement, c'est parce que l'enfant aime son éducateur, parent ou enseignant qu'il désire s'approprier les valeurs et les savoirs dont il témoigne. Et c'est précisément lorsque l'éducateur ne s'esquive pas, lorsque l'enfant croit obtenir ce qu'il espère, que la séduction reste d'être un moyen de l'éducation pour s'y opposer et devenir séduction narcissique, traumatique, sexuelle et de toute façon pathogène. Alors j'aimerais dire plus précisément encore quelques mots sur cette dynamique relationnelle singulière, par trop méconnue, dont nous avons tous fait l'expérience avec succès, puisque nous sommes là dans les postes et les fonctions que nous occupons. Nous possédons tous, sans aucun doute, le souvenir d'enseignants dont nous avons le sentiment d'être redevables du destin qui est le nôtre, qui ont marqué notre itinéraire scolaire et dont les traits et les conduites restent gravés dans notre mémoire, si ce n'est dans nos cœurs. Nous savons tous, à l'instar de Freud et pour l'avoir vécu à notre tour, que notre réussite à l'école dépend de la qualité, de la souplesse, du devenir et de l'élaboration du lien affectif complexe qui s'est noué au sein de cette relation asymétrique qu'est la relation pédagogique. Alors qu'il était proche de la soixantaine, le découvreur de l'inconscient fut sollicité pour participer à la commémoration du cinquantenaire de la fondation du lycée qu'il fréquenta de 9 à 17 ans. Il en est issu un petit texte intitulé « Sur la psychologie du lycéen », dans lequel le savant viennois évoque ses souvenirs, notamment ce bouillonnement d'affects contradictoires que génère la fréquentation des maîtres. Et je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous les réflexions freudiennes qui pourraient être les nôtres. Il y a encore à peu près 10 ans, on pouvait connaître des moments où l'on se sentait soudain tout rajeuni. Lorsque la barbe déjà grise et chargée de tous les fardeaux d'une existence de citoyen, l'on allait par les rues de sa ville natale, on rencontrait à l'improviste tel ou tel de ces messieurs d'un certain âge, bien conservés, que l'on saluait presque humblement, parce qu'on avait reconnu en lui l'un de ses professeurs de lycée. Mais ensuite on s'arrêtait et on le suivait d'un regard songeur. Est-ce vraiment lui ou seulement quelqu'un qui lui ressemble à s'y méprendre? Comme il a donc l'air juvénile, alors que toi-même as tant vieilli. Quel âge peut-il donc bien avoir aujourd'hui? Est-il possible que ces hommes qui jadis représentaient pour nous les adultes eussent si peu d'années d'avance sur nous? Mon saisissement lors de la rencontre de mon ancien professeur de lycée m'exhorte à faire une première confession. Je ne sais ce qui nous sollicite le plus fortement, ce qui nous sollicita le plus fortement et fut pour nous le plus important. L'intérêt porté aux sciences qu'on nous enseignait,
ou celui que nous portions aux personnalités de nos maîtres. En tout cas, chez nous tous, un courant souterrain, jamais interrompu, se portait vers ces derniers, et chez beaucoup, le chemin vers les sciences passait uniquement par les personnes des maîtres. Plusieurs d'entre nous restèrent arrêtés sur ce chemin, qui de la sorte fut même pour quelques-uns, pourquoi ne l'avouerions-nous pas, durablement barré. Nous briguions leur faveur ou nous détournions d'eux, imaginions chez eux des sympathies ou des antipathies qui vraisemblablement n'existaient pas. Nous étudions leur caractère et formions ou déformions les nôtres au contact des leurs. Ils suscitaient nos plus vives révoltes et nous contraignaient à la soumission totale. Nous étions à l'affût de leurs petites faiblesses et fiers de leurs grands mérites, de leur savoir et de leur équité. Au fond, nous les aimions beaucoup dès qu'ils nous en fournissaient quelques prétextes. Je ne sais pas si tous nos maîtres l'ont remarqué. Ces souvenirs freudiens, dont vous partagez très probablement la teneur, montrent indubitablement que c'est bien la relation interpersonnelle, intersubjective, entre l'adolescent élève et l'adulte maître, et en particulier, encore une fois, l'investissement libidinal dont ce dernier fait l'objet, qui constitue l'opérateur éducatif essentiel. Car ce qui s'y joue implicitement, en deçà de la transmission des savoirs, c'est bien la structuration de la personnalité elle-même. De ce point de vue, l'école apparaît bien comme la matrice dans laquelle va s'opérer cette alchimie des affects propre à l'ultime étape de la construction psychique, celle de l'adolescence, contribuant ou non à l'épanouissement du sujet. Et c'est là que les choses se compliquent, pour tout le monde, et peuvent même faire problème, au moins pour quelques-uns, dont les prémices et les fondements de la dite construction psychique se sont trouvés compromis. Car dans cette transition du foyer parental à la vie, l'enseignant n'est pas seulement le simple relais que nous évoquions tout à l'heure. Il est, qu'il le veuille ou non, le substitut de ces premiers éducateurs que sont les parents. Et à ce titre, il se trouve être inévitablement le support d'un investissement ambivalent déplacé sur sa personne, ainsi que Freud, comme tous les adolescents, l'a expérimenté. Et Freud ajoute, on ne saurait le nier. Notre position vis-à-vis d'eux, les maîtres, était d'un genre tout à fait particulier, d'un genre qui, pour les intéressés, pouvait bien avoir ses incommodités. D'emblée, nous étions également portés à l'amour comme à la haine, à la critique comme à la vénération. Et il ajoute alors, nous comprenons maintenant notre relation à nos professeurs de lycée. Ces hommes qui n'étaient même pas tous pères eux-mêmes devenaient pour nous un substitut paternel. C'est pourquoi il nous semblait, même s'ils étaient encore très jeunes, si mûrs, si inaccessibles. Nous transférions sur eux le respect et les attentes tournées vers le Père omniscient de nos années d'enfance. Et nous commencions alors à les traiter comme nos pères à la maison. Nous leur adressions l'ambivalence que nous avions acquise dans la famille, et à partir de cette position, nous luttions avec eux comme nous avions l'habitude de lutter avec nos pères charnels. Sans référence à la chambre d'enfants et à la maison familiale, notre comportement à l'égard de nos maîtres ne saurait être compris, mais pas davantage excusé. Alors les choses se compliquent parce que l'enseignant n'est absolument pas préparé à être l'objet d'un tel investissement ambivalent, qui de plus ne lui est pas primairement adressé. Et ce, quelle que soit sa bonne volonté pédagogique. Par son statut de parent substitutif, il se trouve en effet placé en position continuateur de la transmission des repères symboliques, des valeurs, des limites et des interdits, ces outils nécessaires à la structuration psychique et constitutifs plus particulièrement ici de ce que l'on appelle le surmoi post-oedipien, cette instance ou formation morale protectrice qui inscrit le sujet dans le corps social et la culture. Ce surmoi
se forge et continue de se forger dans la rencontre avec l'autre adulte qui, dès les débuts de l'existence, impose une limitation à la pulsionnalité du petit homme, le contraignant à la transformer, accomplissant du même coup par ce travail psychique son humanité. Et c'est précisément ce travail d'humanisation effectué au détriment de la satisfaction pulsionnelle directe dont témoigne la culture. Or, c'est justement à l'adolescence que cette structuration psychique trouve son achèvement. Celle-ci s'effectue sous l'effet du bouillonnement pulsionnel propre à cet âge, au cours duquel l'adolescent va se frotter à l'autre, l'adulte, s'y frottant, mais s'y fritant aussi. D'une certaine manière, il actualise et expérimente son ambivalence, dont il ignore la dimension symbolique, avec les supports incarnés de ces personnages internes que sont les enseignants. Ainsi, ce que s'attend à rencontrer l'adolescent dans l'établissement scolaire, ce n'est assurément pas un alter ego, un autre lui-même, et on sait combien la tâche pédagogique est rendue plus difficile, voire impossible, lorsque la symétrie obligée, nécessaire de la relation pédagogique, se trouve rabattue sur un rapport de parité qui ne peut être que factice. L'adolescent supporte assez mal, et à juste titre, une égalité ou un rapproché illusoire par lesquels il se trouve en quelque sorte dans la situation où c'est le maître qui imite l'élève, en particulier sur le plan des conduites et des comportements. L'adolescent, même s'il le désire, a psychiquement besoin de la différence des générations que réalise l'asymétrie de la relation pédagogique, car il a besoin de se confronter à l'adulte inscrit imaginairement et symboliquement dans la lignée des personnages parentaux, avec leur opacité, leur solidité supposée à leur mise à l'épreuve. Rien n'est plus troublant, voire désorganisant pour lui, que l'enseignant qui joue la carte de la familiarité et livre ses émois privés et ses humeurs, ses opinions et ses interrogations personnelles. À l'instar du parent qui, agissant de cette manière, se fragilise et fragilise sa fonction parentale, le maître fragilise sa fonction pédagogique et plus largement éducative, même si cette fragilisation n'est pas immédiatement perceptible. La pratique clinique nous offre régulièrement son lot d'adolescents ou de jeunes adultes quelque peu marqués, troublés, déstabilisés par l'image de parents ou d'enseignants copains ou confidents qui gomment cette différence des générations, encore une fois nécessaire pour grandir. Mais s'il a besoin de la symétrie, encore faut-il, pour qu'elle soit opérante, que cet autre en chair et en os, parent ou substitut, soit en mesure d'encaisser, résister, supporter et survivre aux attaques dont il est l'objet, et qui, rappelons-le pour l'enseignant, ne lui sont pas primairement destinés. Car c'est précisément dans sa capacité à élaborer cet investissement et à y répondre sur un mode éducatif que va se jouer et se réaliser ou non cet objectif que nous assignons à l'école, aimer et travailler. En offrant aux sujets qui lui sont confiés la possibilité de parachever leur structuration psychique dans ces échanges qui se jouent à la fois sur la scène réelle et fantasmatique, l'école accomplit indubitablement sa vocation éducative. Car c'est cette structuration du psychisme en instances différenciées, tempérées, qui offrira au sujet la possibilité de s'épanouir aussi sur le plan psycho-affectif, qui, si les choses se sont mal passées, tôt ou tard le rattrapera. J'ai le souvenir de la consultation de cet homme dans la force de l'âge, occupant un poste à responsabilité et rencontrant des difficultés dans le maniement de son autorité professionnelle, dont chaque exigence légitime à l'égard de ses subordonnés se chargeait d'un fort sentiment de culpabilité, l'amenant parfois à renoncer à ses décisions, voire même à en prendre des décisions. Il rapporta alors un souvenir d'adolescence où, assez rentre-dedans, comme il se qualifiait lui-même,
il mit sérieusement en difficulté l'un de ses enseignants qui s'effondra littéralement sous le coup de ses contestations réitérées. Mais ce souvenir conscient, douloureux désormais, en cachait un autre, oublié de son enfance, celui d'avoir vu son père fondre en larmes devant lui, convaincu qu'il en était l'auteur. L'investigation clinique mit en évidence qu'il n'y était pour rien, qu'il ne s'agissait précisément que d'un fantasme de désir, son père étant alors en plein deuil de son propre père. Mais cette histoire nous montre après coup que sa relation tendue avec son enseignant pouvait s'entendre comme une reprise visant à infirmer cette conviction infondée d'avoir été victorieux du père. La fréquentation des consultations cliniques par de jeunes adultes brillants, pluridiplômés, ayant de ce point de vue fait la fierté de leurs parents et de leurs enseignants, gagnant bien leur vie, mais dans l'incapacité d'en profiter, c'est-à-dire d'y trouver du plaisir en dehors d'un travail qui commence à se vider de son sens, dans l'incapacité d'aimer, n'est pas exceptionnelle. Certes, l'histoire personnelle, familiale, y a son poids dans ce destin malheureux, et il serait injuste et absurde d'en trouver les causes dans la seule fréquentation de l'école et de ses maîtres. Mais il n'en reste pas moins que ces derniers offrent, sans trop le savoir, une dernière chance à la rectification ou à la réflexion éventuelle d'images parentales quelque peu écornées ou ternies, ou simplement inaccessibles, à défaut de pouvoir les consolider. Ce pourquoi, à notre sens, réussir sa scolarité ne peut en aucune manière s'apprécier ou se mesurer à l'aune de la réussite scolaire, seule, celle que traduisent les notes, les classements ou les diplômes, aussi prestigieux soient-ils. Encore faut-il qu'elle s'accompagne de cette structuration psychique garante d'un épanouissement psycho-affectif personnel dont émane la capacité non seulement à nouer des liens durables, mais aussi à s'engager dans des activités sources de plaisir personnel. La réussite de la scolarité répondrait donc à une double nécessité. Celle de fournir et rendre disponibles à l'adolescent les outils indispensables lui permettant une inscription dans l'univers socioculturel, incluant le monde du travail, et d'en tirer profit. Celle aussi de lui permettre de se réaliser pleinement, homme parmi les hommes, mais si la première est vérifiable, car d'emblée objectivée, la seconde ne l'est pas, si ce n'est qu'après coup, dans ses effets réussis ou ratés, que l'on peut en apprécier la pertinence. La prédictivité de l'approche clinique est une prédictivité a posteriori. Ce n'est que lorsque le destin d'un sujet a commencé de s'écrire que l'on est en mesure de vérifier si cette réussite scolaire telle que nous l'avons envisagée, celle d'une réussite éducative, a pleinement porté ses fruits. Aussi, dans cette perspective et de ce point de vue, les psychologues de l'éducation, c'est une appellation que j'aime utiliser précisément quand j'évoque les psychologues scolaires ou les conseillers d'orientation psychologues, parce que ce sont des psychologues de l'éducation, c'est-à-dire ce sont des cliniciens qui sont dans le système éducatif. Parce que je dis psychologue de l'éducation et pas clinicien, parce que ça fait très peur d'avance. Les gens ne savent pas ce que c'est, mais ça fait très peur d'avance. Et l'idée de rencontrer quelqu'un, pour rien d'autre que la rencontre, ah ça y est, vous êtes taxé, ou les psychologues scolaires, ah vous n'êtes pas des thérapeutes, vous n'êtes pas ceci, pas cela, ce qui est parfaitement absurde, vous l'aurez compris. Je dirais, la rencontre interhumaine, interpersonnelle, intersubjective est effectivement une rencontre fondamentale, fondatrice et qui augure précisément du devenir de l'enfant ou de l'adolescent. Donc c'est pourquoi j'appelle les psychologues conseillers d'orientation et scolaire des psychologues de l'éducation, c'est-à-dire ceux qui œuvrent en milieu scolaire, et ce sont bien les seuls justement à y être inscrits comme étant les garants du sujet. Je vous remercie. Merci. Voilà, alors j'imagine que tous les propos que nous venons d'entendre ont évoqué des questions, des réactions. Voilà, c'est maintenant
à vous de vous emparer de cette parole qui vous est offerte. Attends, on va te passer un micro qui sera plus... Merci. Oui, je disais, qu'est-ce que vous pensez de la réforme actuelle du collège avec l'instruction de l'enseignement moral et civique, par exemple, quand vous parlez de la continuité famille-enseignant. Donc là, quand on était tous plus jeunes, on a eu de la morale en primaire. Après, ça s'est arrêté. Et puis là, maintenant, on a l'impression qu'on revient à quelque chose d'antérieur. Écoutez, l'erreur qui a été faite, je pense, c'est précisément de supprimer toute cette dimension-là. C'est ça l'erreur qui a été faite. Alors qu'on l'aurait introduise sur ce mode-là un peu en pointillé, bon, on va pas dire non, c'est mauvais. Mais il faut aussi autre chose, quoi. Ce que je disais au cours de l'intervention, il faut autre chose. À soi seul, ça n'est pas suffisant. C'est pas parce qu'on va faire une leçon de morale chaque jour qu'effectivement ça va changer le type de rapports sociaux, de rapports interindividuels, etc., le rapport au travail et compagnie. Vous voyez, là, ça fait pas le poids. Ça fait pas le poids, si je peux dire. Il faut d'autres transformations sociétales pour qu'effectivement ce soit efficace, quoi. Oui, parce qu'effectivement, je vois même des enseignants au niveau du primaire, ça va, au niveau du collège aussi, mais même au niveau du lycée, qui se demandent comment ils vont faire pour que ça soit pas justement plaqué et que ça soit pas un enseignement qui glisse, qui soit un peu subi par les uns et par les autres. Absolument, absolument, oui, oui. C'est pour ça que c'est des décisions. Alors effectivement, ça fait ça. Enfin, je ne veux pas être méchant, mais ça fait un peu poudre aux yeux, alors même que rien ne change du système. Donc ça fait un truc surajouté, un peu artificiel, quoi, d'une certaine manière, quoi. Vous voyez, c'est pas ça qui va transformer l'individu. Hein. Ouais. Non, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant, ouais. Merci. Je vous en prie. Oui, vous avez insisté sur l'importance de la logique piagétienne et de la conception piagétienne dans l'idée de développer un sujet épistémique. Mais comment est-ce que vous reliez ça avec plus que des perspectives, les textes actuels qui vont plutôt dans le sens de l'individualisation, de la personnalisation, de la prise en compte en fait de la singularité, peut-être pas, mais en tout cas de l'individu. Dans les textes actuels et les recommandations qui sont faites à l'école. Donc comment j'articule ça ? Pardon, comment vous articulez donc ce que vous avez dit sur la dominance de la conception d'un sujet épistémique dans l'école avec le développement en fait d'une perspective qui tend à demander de plus en plus une individualisation, une personnalisation de l'apprentissage et des parcours. C'est-à-dire que j'ai distingué ces deux aspects, sujet épistémique et sujet libidinal, en montrant que jusqu'à présent, précisément, c'est le sujet épistémique qui était prévalent et seul considéré comme tel, et c'était à l'aune du sujet épistémique qu'on évaluait les différents intervenants dans le monde de l'éducation, y compris vous-même. Vous voyez ? Et donc je me réjouis qu'effectivement on introduise une dimension singulière, personnelle, c'est-à-dire qui invite à prendre en considération le sujet libidinal. Parce que comme le montrait, comme je le rappelais, c'est précisément, on pourrait dire, un certain équilibre psycho-affectif, une bonne distribution des investissements entre les différents personnages qui gravitent autour de l'enfant, qu'il s'agisse des personnages familiaux ou bien dans le monde de l'éducation, c'est s'il y a effectivement une répartition, un bon équilibre et tout ça, et donc que le sujet peut investir les apprentissages, quoi.
voyez, il faut l'articuler, quoi, les deux. Sauf que... Il ne faut pas les opposer. Oui, allez-y, ouais. Pardon, sauf que la manière dont les choses sont engagées, justement parce que ce sont des dispositifs qui sont construits, ne laisse pas beaucoup de place non plus au développement, tant psychologique que social, et rabattent en fait souvent cette individualisation sur un développement déjà arrêté avant même d'avoir commencé. Ah ouais, vous faites allusion à quoi je suis désolée, hein, mais la mise en place des dispositifs en collège en particulier vise en fait effectivement à prendre en compte ce qu'on appelle des besoins de l'élève, mais les besoins définis par qui, sans aucune perspective en fait de développement possible, et justement sans pouvoir s'appuyer sur ces moteurs que vous avez décrits pour favoriser le développement. Et donc, moi, il me semble que justement la place du psychologue, elle est là-dedans, mais je pense que l'école ne le prend pas suffisamment en compte aujourd'hui. C'est ça mon propos. Et c'est ça qui est d'une certaine manière dramatique, mais on peut se demander effectivement quand est-ce que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on est obligé en tant que psychologue, c'est-à-dire sensible à l'individu dans toute sa singularité, etc., son originalité, on va dire, d'une certaine manière, eh bien on est sans arrêt, en tant que psychologue, obligé de résister. C'est ça qui est terrible. On est obligé de résister, on est obligé de se battre, etc. Je veux dire, moi, j'ai fait toute une carrière de psychologue et il y a 30 ans ou plus, eh bien voilà, on était déjà confronté à ces problématiques. Donc effectivement, par définition, on pourrait dire le psychologue, c'est celui qui dérange, quoi, d'une certaine manière. S'il ne veut pas justement être un petit soldat. C'est-à-dire s'il veut garder, revendiquer, faire valoir, défendre le statut de l'individu et du sujet. On est contraint à ça. On est contraint à ça. Alors effectivement, c'est difficile, parce que c'est pour ça qu'on peut se réjouir quand il y a des associations comme la vôtre, parce que le psychologue, par définition, il est très solitaire, quoi. C'est un travail solitaire. Vous voyez ? C'est une pratique solitaire, si je puis dire. Et voilà, et donc effectivement, il est fragile de ce point de vue. Il est fragile et il peut pas à lui tout seul aller contre. Il a besoin effectivement là aussi d'un tissu collectif. J'avais simplement envie de rebondir sur l'intervention de Catherine en disant qu'en effet, on a un peu l'impression d'avoir amorcé une direction. En effet, l'individualisation, on en parle dans tous les textes qui nous sont adressés par l'institution. On parle de l'individu, mais parle-t-on de la personne et du sujet, celui sur lequel vous avez axé votre propos? Oui, je vous remercie pour votre conférence. Moi, je trouve que c'était très intéressant, d'autant que là, effectivement, les référentiels et les fonctions et même nos appellations, enfin notre appellation risque d'évoluer. Alors c'est vrai que psychologue de l'éducation, moi je m'arrêterais plutôt là, plutôt qu'être psychologue de l'éducation nationale, qui nous enferme du côté de l'institution et qui risque de nous instrumentaliser d'une certaine façon du côté de la réussite uniquement et de perdre, d'effectivement travailler auprès de l'élève dans une relation individualisée. Enfin, on va enrober tout ça peut-être pour un petit peu nous faire plaisir, nous donner la place qu'on essaye vainement un petit peu de chercher. Mais je pense que c'est effectivement du côté du sujet, du psychologue de l'éducation qu'il faut qu'on se positionne. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir élargi un petit peu toutes ces perspectives enrichissantes de travail. Oui, je voulais juste revenir sur le terme d'individualisation qui effectivement a pu être utilisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu les propos, les arguments éducatifs, on entend toujours ce mot individualisation. Ça glisse maintenant du côté de ce qu'on appelle la personnalisation. Et effectivement, quand on regarde un peu ce qu'il peut y avoir derrière, on s'aperçoit qu'on est bien dans une logique d'individualisation, mais au sens où on peut avoir l'impression que le sujet se construit tout seul
peut-être même pire, contre les autres, en concurrence avec les autres. Et c'est cette notion-là d'individualisation qui est sacrément perverse, parce qu'effectivement, elle renvoie au sujet, et donc d'une certaine façon, on pourrait dire c'est bien, sauf qu'effectivement, derrière, il y a les logiques économiques qui font que l'individu, c'est celui qui se construit tout seul, ce qui est un mythe, ce qui est un fantasme, mais ce fantasme-là est tellement séducteur qu'effectivement, tout est en train de se construire de cette façon-là, et le gros risque aujourd'hui, c'est le numérique. C'est le numérique, les applications qu'on voit sur les portables, qu'on voit sur les plaquettes, telles qu'effectivement, elles mettent le sujet tout seul vis-à-vis de lui-même, avec derrière des clics qu'il fait, des données qui sont traitées par des algorithmes et qui lui renvoient des recommandations qui, elles, ne sont pas adressées à un sujet, mais sont bien adressées à un état du marché, tel qu'effectivement ce marché-là veut amener l'individu là où effectivement il pense qu'il doit être. C'est ça qui est pervers derrière l'utilisation du mot individualisation. Alors, si effectivement on pense que le sujet, c'est quelqu'un qui est un être social, c'est quelqu'un qui se socialise avec les autres, en lien avec les autres, alors oui, j'accepte le mot individualisation, mais il faut le discuter préalablement. Tout à fait. Je veux dire, je suis très très sensible à ce que vous dites parce que je n'avais pas bien perçu de quoi il s'agissait d'individualisation. Mais vous voyez, hein, c'est important les mots. Il est très très important de voir effectivement ce qui est là-dessus, ce que ça véhicule. Effectivement, sous ce terme-là, ça véhicule tout le contraire de ce que j'ai dit, quoi. Si je puis dire. Je disais que c'était la novlangue, c'est tout l'art qu'on a vu chez Orwell, de prendre le ministère de l'amour qui est le ministère de la guerre, et donc de prendre un terme et de le vider de son contenu et précisément d'en faire une enveloppe qui contient l'exact opposé. Et ils sont très forts là-dedans, et tout est là-dedans. Voilà. Donc individu, oui. Individualisme, mais en fait c'est concurrence de tous contre tous. Voilà. Oui, merci pour ce discours très réconfortant. Et Monsieur Camignat, je voulais vous demander naïvement quels sont les conseils que vous nous donneriez pour être des bons psychologues de l'éducation. Bien, résistants surtout. Fréquenter l'AFCOP, etc., bien payer ses cotisations et tout. Je pense que c'est ce qu'on fait, mais au-delà de ça. C'est ce qu'on fait, est-ce qu'on essaye de bien faire ? Je dis ça en plaisantant et sans plaisanter aussi, parce qu'il faut effectivement des lieux comme le vôtre, et on le voit là dans les différents échanges que vous effectuez, pour pouvoir justement non seulement ne pas être seul, mais aussi saisir de quoi il retourne et préserver, maintenir la dimension, on va dire, clinique de l'activité de psychologue, quoi. Oui, bonjour monsieur, merci pour votre exposé. Moi donc, je suis au conseil d'orientation et je ne me reconnais pas vraiment dans ce que vous appelez donc une rentrée intersubjective. Je ne vais pas rentrer dans mon CIO avec un grade de plus, savoir que je vais peut-être travailler avec les adolescents dans une relation appelée par Freud ou par Lacan, donc sur le plan intersubjectif. Je donne de l'information. Je fais passer des tests, éventuellement, je donne mon point de vue, je suis payé pour ça. Et ma mission, c'était ça. Voilà. Je veux dire, si vous voulez, la dimension clinique, la prise en considération du sujet, la rencontre entre un sujet, moi, et un autre sujet, elle existe et il est nécessaire d'y être attentif, y compris quand on fait passer des tests, bien évidemment. Parce que, oui, bien évidemment, elle est essentielle si on veut accorder quelque pertinence aux résultats des tests.
Vous savez, Piaget, par exemple. Hein, Piaget, c'était pas... effectivement, il a fait une formation analytique, etc. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Piaget? Il a développé une méthode clinique pour précisément faire les travaux qu'il a effectués, apercevoir ce qu'il en est de la conservation du nombre, etc. Je veux dire, tout ceci. Il a élaboré une méthode. Et cette méthode, en quoi elle consiste? Eh bien, elle consiste précisément à ne pas influencer, à ne pas orienter, à ne pas user de sa position de pouvoir pour que l'enfant puisse s'exprimer librement. Autrement dit, la clinique, elle est inévitable. Non seulement elle est inévitable, elle est nécessaire, y compris dans des activités, on va dire, plus techniques, celles effectivement du testing, etc. Il n'y a rien de pire qu'un psychologue qui manque de clinique pour faire passer un test. Je veux dire, alors là, le test, il est foiré. Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence. Moi, je me pose une question. Vous a-t-on sollicité pour intervenir dans les SP? Est-ce que les psychologues interviennent dans les SP? Peut-être, voilà, je ne sais pas. Je me pose la question au niveau de la formation des enseignants. Et aujourd'hui, j'en sais rien. Et c'est vrai que le clinicien, il a toujours été considéré comme marginal. Je disais que l'éducation nationale n'en veut pas, rejette, méconnaît, mais c'est toujours très actif. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher un clinicien, c'est-à-dire quelqu'un qui est, on va dire, un spécialiste de la relation. C'est pas ça qu'on va chercher. On va chercher effectivement des psychosociologues, des sociologues, etc., des gens qui travaillent sur des populations et tout, où justement le sujet n'existe plus. Vous voyez ? Et j'avais été sollicité pour intervenir sur un truc pas dans les SP, mais dans autre chose, sur la confiance qui a, vous voyez, dans le monde de l'éducation. Eh bien, les gens ont préféré mettre un psychosociologue. Vous voyez, m'accordant de venir discuter le truc. Moi, ça ne m'intéresse pas de venir discuter un truc... J'ai jamais dit ça. Ah oui, j'ai jamais dit ça. Non. Ah non. Chez le psychosociologue, il ne travaille pas avec le sujet, il ne travaille pas avec la personne. Il travaille sur des populations, le sociologue par définition. Il travaille sur des populations, sur des cohortes, il travaille sur des ensembles. C'est là-dessus que travaille. Je dirais, il faut mettre en œuvre, il suffit de regarder les psychologues ou les psychosociologues canadiens, par exemple, ils vont travailler sur des cohortes entières et donc tirer des règles, tirer des principes qu'il faut appliquer à des populations. Autrement dit, quand on s'intéresse à des populations, on ne s'intéresse plus au sujet. Vous voyez ? Non. Le sujet n'est pas son sujet. Le sujet n'est pas son sujet, absolument. Écoutez, nous arrivons au terme de notre rencontre avec vous, Monsieur Camillac. On voudrait vraiment vous remercier au nom de tous. Je vous remercie de votre accueil. Merci beaucoup. Voilà, nous vous solliciterons, Monsieur Guerche qui s'approche, vous sollicitera pour que vous puissiez, si c'est possible, communiquer le contenu de votre conférence et qu'on puisse le diffuser aussi largement que possible dans nos milieux.